Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Tivalgo. Aujourd'hui en présence de Kevin Lagacé. Bonjour Kevin. Bonjour Alex, ça va bien? Ben oui, ça va bien, j'espère que tu as eu une bonne journée jusqu'à date. Ouais, super. Avant un long week-end, c'est toujours bon. Exact, parce qu'aujourd'hui on va parler de leadership et gestion du personnel. Avant qu'on commence, je veux juste parler du but du podcast chez Tivalgo, qui est en fait, notre mission, c'est de redonner à l'industrie de la construction, que ce soit des astuces, des conseils, sur les processus, sur la technologie, sur n'importe quoi. On veut aider l'industrie de la construction à fructifier, à grandir, à devenir meilleure. Donc, ça étant dit, si vous pouvez nous aider avec une seule chose, chère audience, c'est de vous abonner à notre chaîne et puis de partager ce podcast avec vos réseaux pour nous aider dans notre mission. Donc, ça étant dit, Kevin, moi, je vais me présenter. Après ça, j'aimerais ça que tu fasses la même chose. Dans le fond, mon nom, c'est Alexandre Champoux. Je suis entrepreneur en construction depuis le début de ma vie, en fait. J'ai eu une compagnie de pavage, génie civil et autres. Puis maintenant, dans le fond, je suis PDG de Tivalgo. Aujourd'hui, le but, c'est de parler de ton expertise, de ton expérience, Kevin. Oui, moi, Kevin Lagacé, je travaille pour l'entreprise GTEC, une compagnie de génie civil, depuis maintenant 18 ans. Donc, ça passe vite. J'ai l'air jeune comme ça, mais ça fait quand même pas mal d'années d'expérience déjà. Puis, donc, c'est ça. Je suis directeur de projet depuis maintenant un petit peu plus de 2 ans. J'ai vraiment grandi avec l'entreprise, ce qui me permet d'avoir une très bonne connaissance justement de l'environnement interne de notre entreprise et des travailleurs de la construction qui sont au sein de notre organisation. Absolument. Puis tu sais, quand on s'est rencontrés l'autre fois, tu me parlais de ton parcours. Je veux dire, y a-tu quelque chose que tu n'as pas fait en construction? Tu sais, je pense que tu as commencé d'un chantier, tu as réétudié. Tu as un parcours assez impressionnant. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, je suis assez humble dans la vie, naturellement. Donc, mais oui, ça va me faire plaisir. En réalité, c'est vrai, je suis entré dans le domaine de la construction à l'âge de 19 ans, comme travailleur, comme poseur de conduit, qu'on appelle nous dans l'industrie. Puis, au fil du temps, comme je dis, j'ai grandi avec l'entreprise, puis rendu à l'âge de 25 ans, donc à peu près 6 ans après mes débuts, je me suis rendu compte que le travail des ouvriers de construction, c'était assez ardu. J'ai regardé mes collègues proches de la retraite de 62, 63 ans, puis je me suis dit, ils sont vraiment fait tough, puis je suis pas sûr que je vais être capable de me rendre jusque-là. Donc, j'ai décidé de retourner aux études à l'âge de 25 ans. J'ai fait mon bac par cumul de certificats. Puis, ça m'a donné justement une belle ouverture justement sur la gestion de projet. Puis, tout ça en travaillant naturellement sur les chantiers de construction. Donc, ça me permettait aussi de mettre en pratique les connaissances que j'apprenais à l'université immédiatement dans mon milieu de travail. Puis ensuite, ça a pris 7 ans. Ça a été tout un parcours, là, 7 ans d'études de soir, travail le jour. Puis ensuite, j'ai décidé, je n'avais pas assez, j'ai décidé d'aller faire mon MBA par la suite. Ça a pris 2 ans. Tu me disais tantôt que j'avais un parcours, mais tout ça, ça aurait été impossible si j'avais pas eu ma conjointe à côté de moi qui soutenait la famille à bout de bras pendant tout ce temps-là. Ça a vraiment été un beau travail d'équipe. Puis, je lui dis souvent, moi, si on est rendu là aujourd'hui, c'est le on, parce que c'est autant grâce à toi qu'à moi. Là. C'est vraiment assez sacrifié pour ma carrière, si on veut. Là. Juste ça, c'est une vraiment belle histoire d'équipe, tu sais. Puis le fait que tu aies pu passer tous ces rôles-là, ça t'a donné énormément d'expérience sur plusieurs facettes. Puis on parle des travailleurs de 65 ans qui ont travaillé dur. Tu sais, c'était une autre époque avant, là. Hein? Et c'était pas aussi minutieux, la réglementation n'était pas là. C'est des durs. Tu sais, moi, j'ai travaillé sur des barrages hydroélectriques lors de mes stages. Moi aussi, j'ai fait un bac en génie. Puis, tu sais, j'étais sur l'équipe de bétonnage, là, puis il y avait personne en bas de 65 ans. Là. Puis ça se plaignait pas parce qu'il faisait fret, là. Ça se plaignait pour d'autres choses parce qu'on était mal organisé. Fait que, tu sais, ça me rapproche du sujet, tu sais, la gestion d'équipe puis le leadership en construction. Quand je t'ai rencontré la dernière fois, j'étais épanoui par ton expertise puis les enjeux que tu as traversés. Parle-nous un petit peu de l'impact d'une équipe sur des projets de construction.
Ben, l'impact d'une équipe est primordial. Je veux dire, une entreprise, c'est rien sans ses travailleurs, sans ses employés. Ça reste une coquille vide. Puis on le dit, nous, on le répète souvent. Euh, Puis je reviens un peu à ce que tu me disais tantôt. Tu sais, le leadership a aussi beaucoup évolué dans le domaine de la construction par rapport aux années 80, 90 et avant même. Donc, on est passé d'un leadership très autoritaire à un leadership beaucoup plus visionnaire au fil du temps. Je pense que ça va aussi avec les changements générationnels qu'on a vécu. On n'a pas le choix. Mais l'impact d'une équipe, on le voit, là, c'est primordial. Puis toutes les grandes entreprises de l'industrie, quand on regarde les Eurovia ou les Roxborough de ce monde, ils ont tous des équipes avec des leaders qui sont capables vraiment, j'aime pas le mot, mais je vais le dire quand même, d'imposer un leadership exemplaire envers leurs équipes. Donc, autant au niveau de la santé et sécurité, au niveau de la qualité des travaux et de l'environnement, c'est la priorité maintenant. Puis là, je vais revenir un peu à une définition de ce qu'est le leadership que j'avais eu. Ça m'a resté dans la tête tout ce temps-là. Ça fait assez longtemps que j'avais suivi ce cours-là à l'université. Puis le professeur s'appelait Pierre Lainé, puis il disait le leadership, c'est l'art d'influencer les comportements d'une ou plusieurs personnes en fonction d'un objectif commun dans une situation donnée. Fait que, comment est-ce que une personne est capable d'influencer le comportement? Il y a plusieurs manières de le faire. Il y en a qui sont néfastes à moyen et long terme. Il y en a qui sont dépendamment du contexte. Il y a des leaderships autoritaires qu'on doit avoir parce que c'est maintenant, il faut prendre la décision maintenant. Mais souvent, c'est néfaste, ça laisse des traces à plus long terme. Fait que une des méthodes, on a parlé que c'était de montrer l'exemple. T'sais, on a parlé des entreprises, justement, qui sont les héros de notre industrie au Québec. Ils ont des leaders exceptionnels qui sont capables d'imposer un leadership exemplaire. Est-ce que toi, tu as vu les leaderships évoluer parmi les nouveaux types de travailleurs? J'aime pas ça dire type de travailleurs, mais je veux dire comme les nouvelles générations. C'est-à-dire, oui. Ça a évolué, ça aussi. Ça a vraiment évolué parce que au-delà, maintenant, on est dans un contexte beaucoup plus hétérogène qu'on l'était il y a 10 ans quand j'ai commencé, il y a 18 ans quand j'ai commencé dans le domaine de la construction ou même avant mes prédécesseurs. Donc, on a beaucoup d'enjeux multiculturels, multigénérationnels. Puis ça fait aussi qu'on a un environnement très différent du côté socio-économique. On a des gens qui viennent de partout. Donc, on peut avoir... Tu sais, je prends l'exemple d'un de mes projets présentement. J'ai des travailleurs qui peuvent venir d'un milieu très défavorisé de quand ils étaient jeunes. Ils ont tout un historique en arrière d'eux. Puis, d'un autre côté, on doit gérer aussi des ingénieurs qui ont eu peut-être un environnement plus favorable à la réussite tout au long de leur vie. Donc, c'est sûr que... Puis ça, moi, de mon point de vue, c'est primordial d'avoir une hétérogénéité comme ça dans une équipe parce que c'est ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs différents points de vue. Puis c'est ce qui fait qu'une entreprise s'améliore ou une équipe de projet s'améliore. Le fait est que les contremaîtres, les surintendants, comme on disait tantôt, sont de plus en plus sollicités en termes de leadership parce qu'ils doivent aussi maintenant... C'est plus juste des exécutants de productivité. C'est vraiment maintenant, ils doivent gérer la santé et sécurité, ils doivent gérer la qualité, l'environnement, ils doivent communiquer avec des clients, avec des organismes des fois gouvernementaux, les villes, ces choses-là, les firmes d'ingénierie. Donc, c'est vraiment... c'est vraiment comment je pourrais dire, une tâche supplémentaire qui est imposée aux gestionnaires, autant les gestionnaires de première ligne que les gestionnaires qui sont plus en retrait dans les équipes de projet, dans les bureaux. Intéressant. Puis, par rapport à toi, là, le leadership, est-ce que c'est quelque chose d'inné ou ça s'apprend? C'est-tu un travail, c'est-tu un effort pour un vrai leader d'être un leader puis de montrer l'exemple? C'est une excellente question. Puis ça, c'est un débat qui fait court depuis longtemps. Puis moi, je n'ai pas la réponse, mais je vais te donner mon point. En réalité, je pense que le leadership
tu n'es pas avec. Tu deviens un bon leader, tu deviens un leader. La seule chose, c'est que tu peux naître avec du charisme. Il y a des gens qui puis comme je disais tantôt, il y a plusieurs formes de leadership. Il y en a qui sont très positifs, il y en a qui sont très négatifs. Mais le but du leadership, c'est d'influencer les comportements. Donc, on peut influencer le comportement en étant autoritaire, en faisant peur, ce qui est très néfaste pour... Ça devient à un moment donné même à créer un climat de travail toxique. Ou on peut être un leader visionnaire. Puis pour être un leader visionnaire, ben, ça prend du charisme. Ça prend aussi une crédibilité aux yeux des subordonnés, des collaborateurs. Donc, je crois que c'est sûr qu'on peut naître avec certaines prédispositions qui vont favoriser un bon style de leadership, mais on peut devenir encore un meilleur leader au fil du temps puis en apprenant. Moi, ça a été mon cas. C'est vraiment l'expérience, tu sais. Oui. On gagne en exécutant. Très intéressant. Merci d'y avoir répondu parce que moi non plus, j'ai pas la réponse. J'essaie de la découvrir, tu sais, puis de montrer l'exemple. Puis, tu sais, je pense que de se tromper, ça fait partie de la game parce qu'on apprend en faisant des erreurs. T'sais. Exactement. On n'a pas beaucoup le droit de faire des erreurs quand il s'agit de santé-sécurité. Puis on parlait de leadership par la santé-sécurité. C'est quelque chose qui a fait un boom il y a quelques années, notamment, là, moi aussi, sur les barrages hydroélectriques, c'était la clé. Je veux dire, le client était prêt à payer pour des extras, payer pour des retards, des réclamations, tant et aussi longtemps qu'il n'y avait pas de blessés. Peux-tu nous parler de ta vision un peu de ça dans ton quotidien? Oui, effectivement. La santé-sécurité, heureusement, je dirais, depuis quelques années déjà, c'est devenu la priorité numéro 1 sur les chantiers de construction, puis ça aurait dû l'être beaucoup de temps avant ça. Mais ce qui devient difficile avec ça, le premier défi auquel on se frappe, c'est premièrement la résistance au changement, puis les façons de faire des travailleurs qui sont souvent bien ancrés à l'intérieur de leur comportement. Donc, changer les comportements, c'est une des choses les plus difficiles à faire. C'est pour ça que ça prend des bons leaders, ça prend aussi une bonne organisation derrière les leaders pour les supporter là-dedans. Parce qu'on va se le dire, ça a quand même un coût, la santé-sécurité, pour les entreprises. Mais ça a un coût monétaire. Mais ça a aussi un coût humain, la non-santé-sécurité. Puis le coût humain est toujours supérieur au coût financier. Donc, parce que... Puis j'ai fait une présentation aux travailleurs récemment parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais depuis 2024, cette année, c'est désastreux en termes de santé-sécurité sur les chantiers au Québec. Je crois qu'en date du mois d'août, on avait déjà 18 décès sur les chantiers de construction, ce qui est selon moi, c'est une vraie honte. Là. On ne devrait jamais accepter ça. Puis j'ai fait une présentation qui mentionnait tous les dommages collatéraux et les externalités négatives qu'on subit. Parce que quand il y a un décès ou qu'il y a une blessée grave, c'est pas juste la personne qui est blessée qui en subit les conséquences. C'est la famille alentour, la société. C'est tout ça. Puis souvent, ça perdure. C'est très pérenne dans le temps. Donc, le leadership par la santé-sécurité, c'est d'essayer de sensibiliser les gens à justement adopter un comportement de zéro risque. Fait que ça veut dire que si il y a un doute, vous ne le faites pas, vous prenez un point d'arrêt, puis vous consultez le contremaître, le chargé de projet, l'ingénieur ou peu importe. C'est juste de ne pas prendre zéro risque. Quand il y a un doute, on fait un point d'arrêt. C'est difficile parce que les travailleurs sont fiers, ils veulent produire, mais c'est de ramener ça puis de toujours répéter les mêmes choses. Puis, comme tu disais tantôt, prêcher par l'exemple, c'est la clé. C'est la clé. Donc, tu sais, quand on revient à la main-d'œuvre, puis dans le fond, le coût social de mettons, un décès ou quelque chose comme ça, on est dans une société où il y a une pénurie de main-d'œuvre en construction. Puis de l'autre côté, ben, on ne veut pas avoir cette honte sociale-là. Est-ce que tu penses que la santé-sécurité, elle peut être à un point trop extrême que ça l'effraie certains travailleurs? Est-ce que, autrement dit, y a-t-il des travailleurs qui sont réticents à ça?
Je crois pas qu'il soit réticent. C'était peut-être vrai dans le temps. Puis encore là, il y en a quelques, tu sais, il y en a toujours quelques-uns. Euh, je te dirais que ça- rendu là, ça devient le travail du leader de bien l'expliquer aux travailleurs la raison pour laquelle il doit remplir son analyse sécuritaire de tâches, qu'il doit baliser ses zones, qu'il doit porter ses EPI, ces choses-là. Euh, c'est sûr qu'il y en a qui ont de la difficulté à assimiler ça puis à le comprendre bien comme il faut, mais moi, c'est rare, pas c'est rare en fait, c'est jamais la faute du travailleur. Moi, c'est ce qu'on prône, c'est que si il y a personne qui se lève un matin pour blesser quelqu'un ou aller se blesser au travail. Personne. Donc, à partir de cette prémisse-là, c'est que si le travailleur agit de cette manière-là, c'est parce que soit qu'il manque de formation, soit qu'il manque d'information, soit qu'il n'y a pas les bons outils pour exécuter la tâche, ou tout simplement, là, c'est là qu'on arrive dans OK, il a pris un risque qu'il croyait être légitime, puis ça ne l'était pas, mais c'est très rare. Dans la situation que moi je vis, que moi j'ai vécu, c'est extrêmement rare. Généralement, les travailleurs sont à l'écoute, puis ils veulent vraiment faire avancer la santé et la sécurité dans leur milieu de travail. Là. Écoute, Kevin, c'est une très belle perspective parce que moi, j'avais pas vraiment vu ça de même, mais absolument que de dire aux travailleurs qu'on va te fournir les outils puis on va t'encadrer, puis c'est notre responsabilité que tu sois en sécurité, ça l'enlève une espèce de fardeau. Parce que pour avoir été sur plusieurs chantiers, moi aussi, il y avait une espèce de peur des travailleurs, de est-ce que je fais tout comme il faut, puis une espèce de crainte, tu sais. Mais quand le leadership prend le dessus, puis qu'on sensibilise, mais aussi qu'on démontre les bonnes pratiques, puis qu'il y ait pas, ce soit pas dans un thinking, puis une atmosphère de blâme, tu sais. On veut aider, puis on veut promouvoir. Puis tu sais, le but, c'est que ça devienne une habitude, la santé-sécurité. Je veux dire, moi, quand je rentre dans l'auto, je mets ma ceinture, j'y pense pas. Ça devient une habitude. Fait qu'une fois, ça c'est mon avis, qu'on va avoir, tu sais, comme passé le creux, ça va être devenu quelque chose de normal. Puis on se posera plus la question, ça sera plus un fardeau, ça va avoir été normal. Souvent, on voit de l'évolution, tu sais, puis on passe de pas assez à trop pour atterrir au milieu. Est-ce que ton avis, c'est que avec le dossier de santé et sécurité, on a eu une croissance assez linéaire pour se rendre à un point qui est correct ou on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire? On a encore beaucoup de chemin à faire, je crois. Puis juste, j'aime pas ça de dire ça, mais juste les statistiques de cette année le démontrent. Donc, on a une grande responsabilité puis un grand bout de chemin à faire en tant qu'entreprise. Puis en tant qu'entreprise, je parle, oui, nous à l'interne, mais aussi en tant qu'association ACRGTQ, ces choses-là. Les donneurs d'ouvrage ont un gros pas à faire. Il y a certaines entreprises qui sont nos clients qui ont des critères très élevés qui forcent les entrepreneurs à s'améliorer en termes de santé et sécurité. Puis c'est ce qui devrait être la norme pour tous les donneurs d'ouvrage, notamment ceux qui ont des liens avec le gouvernement. Donc, les villes, les municipalités, les MTQ, ces choses-là, les ministères, ils ont un devoir là-dedans. Je pense qu'il y en a qui le font déjà, mais il y en a on voit les écarts quand les contrats sont octroyés ou quand les appels d'offres sortent. On voit quels donneurs d'ouvrage sont exemplaires dans leur leadership en matière de santé et sécurité. Donc, on parlait tantôt des délais, des coûts, ces choses-là. Il y a des donneurs d'ouvrage qui, comme tu disais tantôt, puis ça va avec la vision aussi qu'on devrait avoir d'un projet. C'est que si tu te rends au bout du projet, tu as dépassé un petit peu les délais, mais que tu n'as pas tué personne, tu n'as pas blessé personne, c'est un succès. Tandis que si tu as livré un projet dans les délais, dans le budget, mais que tu viens pour couper le ruban inaugural, puis qu'il y a eu un décès, il va toujours avoir un nuage gris au-dessus de ce projet-là. Puis ce nuage gris-là, c'est malheureux, mais c'est une personne qui est décédée, c'est une famille endeuillée, c'est des enfants qui grandissent sans leur père ou leur mère. Donc,
c'est la priorité numéro 1. C'est ce à quoi toute l'industrie devrait s'attaquer. Puis, ce qui est plaisant avec la santé-sécurité, c'est que c'est l'un des seuls sujets où ce que tout le monde peut faire front commun, travailler en collaboration pour ça. Donc, ça rassemble, ça peut rassembler la santé-sécurité. Fait que tu peux utiliser la santé-sécurité pour créer front commun, puis peut-être même mieux performer. Oui, puis un entrepreneur qui performe mieux, c'est un client qui performe mieux aussi, c'est une société qui performe mieux parce que la majorité des travaux, on s'entend, là, la grosse croissance qu'il y a eu dans les dernières années dans le domaine de la construction, oui, il y a l'immobilier, mais il y a aussi les investissements en infrastructure que le gouvernement a fait, autant du côté d'Hydro-Québec que du ministère que toutes les autres infrastructures au Québec. Donc, ça part de là, selon moi. Fait que, tu sais, la santé-sécurité va devenir quelque chose de rentable parce que non seulement c'est exigé partout, c'est que ça devient inacceptable de ne pas être une entreprise sécuritaire. Puis en plus de ça, on va voir que ça va pouvoir augmenter les performances des équipes parce que une équipe qui se check son collègue, hey, c'est pas correct, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu sais, s'il y a un accident, c'est la chose la moins performante qui existe. T'sais. Le retard que tu prends, puis l'impact que ça a sur le projet, c'est encore pire. Moi, ce qui m'intrigue, c'est, il n'y a personne qui a une boule de cristal ici, mais tu sais, est-ce que les donneurs d'ouvrages vont évoluer eux autres aussi en peut-être bonifiant en fonction de la santé-sécurité? C'est quoi ton avis là-dessus? Il y en a que oui, il y en a que c'est déjà fait depuis quelques années déjà. Mais comme je dis, il y en a d'autres qui devraient prendre exemple là-dessus. Puis moi, je dis souvent, ça devient problématique pour nous, les gestionnaires, justement en termes de... C'est là qu'on doit faire aller notre leadership parce que moi, on commence à le faire là, au sein de notre organisation puisqu'on arrivait sur un chantier d'un certain donneur d'ouvrage, le benchmark, excuse-moi l'expression, mais la barre niveau santé-sécurité était tellement élevée que les travailleurs ne comprenaient pas pourquoi, ils ne savaient pas, ils n'étaient pas habitués à ça. Après ça, le chantier fermait, il finissait, se complétait, il allait sur un autre chantier d'un autre donneur d'ouvrage, puis la barre était beaucoup moins élevée. Fait que là, il y a une incohérence là-dedans. Puis là, nous, en tant qu'organisation, notre rôle, c'est de ramener la barre de la santé-sécurité la plus élevée. Donc, les normes santé-sécurité, on va aller aux normes les plus restrictives de nos clients, puis on va l'appliquer à l'entièreté de l'entreprise. De cette manière-là, ils travaillent sécuritaire sur tous les chantiers, puis ils sont habitués quand ils arrivent sur le chantier du donneur d'ouvrage qui a les normes les plus strictes, ben ils font déjà, ça devient, comme tu disais tantôt, une habitude, c'est ancré dans leur comportement. Puis, rendu là, le rôle du leader devient beaucoup plus facile parce que tout le rough, si on veut, tout le défrichage a été fait en amont. Mais là, présentement, c'est là où est-ce qu'on est, là. C'est à défricher puis essayer justement de changer les comportements pour les amener vraiment vers une culture de zéro accident. Parce que, tu sais, justement, d'avoir une méthode qui fluctue dans n'importe quoi, ça veut dire exception, ça veut dire scénario. Tu sais, c'est sûr que d'avoir une méthode qui représente les enjeux puis le niveau de sécurité qu'on veut partout, c'est bénéfique. Kevin, dis-moi, avec ton expérience en tant que directeur construction, est-ce que tu vois des différents défis en gestion de santé-sécurité avec des gens, on parlait des ingénieurs tantôt, mais avec les chargés de projet versus les travailleurs? Je veux dire, c'est deux mondes différents. On a du monde plus administratif, puis on a du monde très terrain qui sont exposés à beaucoup plus de risques en soi que des staffs bureaux. Comment tu fais pour que ces deux mondes-là travaillent ensemble? Ça, c'est une bonne question. C'est sûr que, tout d'abord, les gens de terrain, je parle de moi, par mon expérience, avec les contremaîtres, les surintendants, ils ont souvent plus d'expérience que mes chargés de projet qui, eux, sortent de l'école, ont quelques années d'expérience en arrière de la cravate, mais pas plus. Donc, c'est là qui est le clash. Le clash est que
les contremaîtres, les travailleurs. Ah, mais là, ça fait 15 ans que je fais ça comme ça. Quand je parlais tantôt des façons de faire ancrées dans les comportements, mais c'est ça. Euh, c'est sûr que l'engagement envers la santé et sécurité, l'adhésion est beaucoup plus facile à obtenir du côté des chargés de projet parce que c'est pas eux qui mettent en place aux premières lignes le balisage. C'est pas eux qui remplissent l'AST. C'est pas eux. Eux sont là pour s'assurer que tous ces moyens de contrôle-là sont faits. Mais les travailleurs, eux, ça change leur quotidien du début à la fin. Leur journée est vraiment pas pareille. Puis, je me rappelle, il y en a un qui m'avait dit « Hey, moi, je faisais ce métier-là parce que j'aimais poser du conduit. Puis Lester, j'en pose plus de conduit. Je fais juste de la santé et sécurité. » Oui, mais c'est pour ta sécurité. Puis je leur dis souvent que moi, en arrière de mon bureau, à part me faire une coupure avec un papier ou tomber en bas de ma chaise, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver. Donc, ça les fait rire quand je dis ça, mais c'est sûr que de concilier ça, ça prend beaucoup de communication. Puis encore là, la distorsion entre le message, la personne qui lance le message, la personne qui le reçoit, à cause des différences qu'on a parlé tantôt, que ce soit culturel, générationnel, ça devient compliqué par certains moments, mais je te dirais que c'est de moins en moins... Les travailleurs sont de plus en plus ouverts à ça, puis ils comprennent que c'est pour leur santé et leur sécurité qu'on fait ça, puis qu'on demande des contrôles supplémentaires, ces choses-là. Moi, je suis vraiment fier de t'écouter, Kevin, parce que dans le fond, je vois quelqu'un qui est motivé par la santé et sécurité, puis honnêtement, on entend beaucoup de monde chialer sur le sujet, tu sais. Mais quand je t'écoute, je vois que le futur de la construction passe par là. C'est officiel. Mais qu'en plus de ça, la santé et sécurité, ça va devenir payant, tu sais, parce que si on n'a pas d'accident, ben c'est de la plus grande productivité. Puis, tu sais, on comprend que ça passe par le leadership. On a des nouvelles générations qui arrivent, c'est des nouveaux enjeux. Pour conclure notre podcast, Kevin, est-ce que tu aurais quelques conseils à donner peut-être à des nouvelles entreprises qui démarrent ou peut-être des entreprises qui ne sont pas tellement sécuritaires? Oui, parce que c'est le moment. C'est le moment d'élever son jeu en santé et sécurité parce que un coup que la compagnie a subi leur première phase de croissance, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus coûteux de mettre en fonction des normes santé-sécurité assez strictes. Donc, c'est sûr qu'en termes de leadership, ça revient toujours au même conseil que je donnerais, c'est d'être transparent puis d'être à l'écoute des travailleurs. Parce que les travailleurs, comme je disais tantôt, s'ils agissent d'une manière, il y a une raison. Écoutez-les. Écoutez-les, les travailleurs, pour savoir, OK, pourquoi vous l'avez fait comme ça, puis qu'est-ce que je peux faire pour vous aider à le faire de manière plus sécuritaire. Donc, être à l'écoute, être transparent, bien comprendre aussi le contexte de l'organisation, du projet, des travailleurs, avant de prendre une décision, que ce soit côté santé, sécurité, qualité ou environnement ou autre. Donc, puis, si ça ne fonctionne pas, moi, ça arrive des fois qu'il y a des personnalités avec lesquelles mon leadership, il ne fonctionne pas. Mais à ce moment-là, c'est se trouver des alliés à l'intérieur de l'organisation qui, eux, ont peut-être plus d'affinité ou peut-être plus de crédibilité aux yeux du travailleur, qui vont être capables justement d'aller influencer le comportement de ce travailleur-là pour qu'il adopte des comportements plus sécuritaires dans son milieu de travail. C'est sûr que le leadership, comme tu viens de le décrire, tu sais, il n'est pas pour tout le monde. Puis on le voit des fois en business, on ne clique pas avec tout le monde. T'sais. Fait que c'est une très bonne idée d'avoir un allié qui peut te remplacer plutôt que de bûcher pour essayer de convaincre quelqu'un ou d'amener quelqu'un vers une situation X. D'avoir des alliés, c'est toujours une bonne méthode. Puis tu sais, moi je voulais dans le fond revenir aussi sur l'aspect des différentes générations. T'sais. L'ouverture d'esprit est très différente. Moi, j'ai dans ma compagnie de génie civil, j'ai eu des vieux de la vieille, comme on dit, puis j'ai eu des jeunes, tu sais. Puis, pour vrai, c'est pas facile de faire changer des opinions, tu sais. Fait que le leadership est au cœur de tout ça. Toi, y a-tu des situations où est-ce que
ton plan initial, il n'a pas marché, que tu pourrais nous partager. Tu as voulu aider quelqu'un à passer à une étape supérieure. Tu as voulu, pour son propre bénéfice, tu as voulu l'aider, puis ça n'a pas marché. Peut-être nous donner une piste de solution aussi là-dessus. Ouais, ben ça revient un peu à ce que je disais, c'est que oui, ça m'est arrivé. Puis, on blague souvent entre collègues, on dit que on aime mieux avoir des étalons puis d'être obligé de les retenir que d'avoir des mules qu'on est obligé de pousser. Donc, mais en ayant des chevaux de course comme ça, des travailleurs qui sont très, excuse-moi l'expression, mais straightforward, qui regardent en avant, c'est des bons leaders. Ils sont très bons, mais ils ont des fortes personnalités aussi. Puis souvent, ça va créer des conflits à l'interne, autant avec les chargés de projet, les directeurs ou autres. Puis c'est correct. Je veux dire, on est là pour ça, pour les gérer. Mais pour répondre à ta question, c'est que moi, je me trouve des alliés. Puis je vais faire les premières interventions, mais si je vois que ça mène nulle part, comme tu dis, je vais pas aller insister plus qu'il faut. Je vais me trouver un allié. Des fois, lui, il n'interviendra même pas. Mais vu qu'il connaît mieux la personne, il connaît mieux son comportement, il va me donner des conseils pour « Hey, regarde, tu devrais... Approche-le comme ça, fais telle chose, puis je suis ses conseils, puis souvent, ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, je retourne le voir, puis là, cet allié-là, il va venir m'aider, il va venir appuyer ce que je dis d'une certaine manière. Donc, c'est sûr que, encore là, je reviens à ça, mais la transparence, pour moi, ça a été vraiment bénéfique dans ma carrière. Être transparent autant avec mes supérieurs qu'avec mes subordonnés. Ils savent à quoi s'attendre. Donc, il n'y a pas de surprise. En termes de leadership, quand tu sais que ton leader, tu sais à quoi t'attendre de ton leader, pour moi, c'est un gros avantage. Tu sais comment est-ce qu'il va réagir. On parlait de droit à l'erreur tantôt, côté santé-sécurité, mais ça aussi, c'est de donner le droit à l'erreur à nos collaborateurs. Il n'y a personne de parfait. Moi aussi, j'en fais encore des erreurs, mais à partir du moment qu'ils savent qu'ils ont le droit de faire des erreurs, puis qu'après ça, il y avoir quelqu'un pour les soutenir, pour essayer de ne pas les répéter, à partir de ce moment-là, ils ont confiance en toi, puis ils sont mobilisés, ils sont engagés. Sinon, ce qui peut aider aussi, c'est de faire des événements en dehors du milieu de travail avec peut-être des personnes justement qu'on a moins d'affinité, ces choses-là. Ça rapproche, même s'il y a des conflits à l'interne, même si les personnalités ne sont pas 100% compatibles, de faire certaines activités à l'extérieur de team building, qu'on pourrait dire, ça peut toujours être bénéfique aussi. C'est intéressant parce que la transparence puis la communication, hein, pour l'avoir vécu aussi, c'est ça la clé du succès. Puis tu sais, j'ai apprécié que tu as dit avoir le droit à l'erreur. Moi, là, j'appelle ça l'étoffe de la construction. Là, tu sais, là, le gars que ça fait 20 ans qu'il pose du tuyau, là. Moi, j'arrivais devant cette personne-là, tu sais, tout jeune. Tu sais, c'était moi le gars avec la cravate flambant neuve. Tu sais. Puis, dans le fond, moi, ce qui a marché pour moi, c'est la vulnérabilité. C'est, comme tu as dit un peu tantôt, c'est d'avoir le droit à l'erreur puis de dire, regarde, moi, je me suis trompé. Puis, on désamorçait complètement ces toughs-là. Mm-hmm. Puis, ça devenait nos coachs. Puis, c'est eux autres qui nous montraient comment l'aider par la suite. Ouais. Puis, ça revenait à retenir un étalon parce que là, maintenant, toi, ton message, il a passé d'être plus sécuritaire parce que tu as trouvé une veine, une porte d'entrée. T'sais. Fait que, tu sais, Kevin, j'ai adoré ta perspective sur la santé-sécurité. T'as-tu quelques mots à nous partager pour conclure sur ta vision de l'avenir de la santé-sécurité en génie civil? Oui, en fait, sur ma vision de la santé-sécurité, mais également juste sur l'industrie, sur la gestion de personnel dans l'industrie. Je crois que le domaine de la construction est en retard sur beaucoup d'aspects côté innovation par rapport au secteur manufacturier, industriel et autres. Je crois qu'avec la situation démographique qu'on vit, les baby boomers qui partent à la retraite, les jeunes qui arrivent, il y a un manque dans le transfert des connaissances et des compétences dans l'industrie de la construction. Ça va passer par la formation, puis ça va passer aussi par l'innovation. Je crois qu'il y a de plus en plus, notamment côté santé-sécurité, il y a de plus en plus d'équipements
On entend parler beaucoup des exosquelettes depuis 2 ans. Ça fait déjà 4-5 ans que ça a commencé sur le marché. La robotisation aussi. Tout ça, tout ce qui pourrait réduire l'effort physique des travailleurs dans le domaine de la construction, puis prolonger leur carrière, je crois que ça passe par là. Donc, c'est vraiment l'innovation, la formation, puis aussi une meilleure valorisation du leadership au sein des organisations, parce que souvent, c'est négligé, mais selon moi, si on veut une équipe performante sur tous les aspects, santé, sécurité, qualité, environnement, financier, productivité, ça prend des bons leaders qui vont chapeauter tout ça. Kevin, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu nous as parlé de leadership, tu nous as parlé de différentes cultures, tu nous as parlé des astuces puis des conseils de comment instaurer la santé et sécurité dans notre culture d'entreprise pour que ça devienne inné. Je voulais te remercier de ton temps aujourd'hui au podcast Svalgo. Encore une petite demande, si vous pouvez nous aider à partager notre mission qui est d'aider l'industrie de la construction, abonnez-vous à notre podcast, partagez-le sur vos réseaux. Merci, à bientôt.